Donc merci à l'École navale et à son directeur de m'avoir proposé cette opportunité d'évoquer le MCO naval en lien avec l'innovation. Alors je vais d'abord parler du MCO et d'abord un petit peu du SSF que j'ai l'honneur de diriger donc depuis 2018. J'essaierai de vous donner un éclairage sur l'organisation et la stratégie de contractualisation, la façon dont on met en œuvre le soutien au profit de la marine, puisque, comme vous le savez, une grosse part des interventions techniques est réalisée par les industriels. Et puis de partager ensuite, de façon assez libre, quelques réflexions sur l'innovation dans le domaine du MCO naval, et évidemment de répondre à vos questions. N'hésitez pas à en poser en fin d'exposé. Voilà, vous avez quelques photos qui illustrent les différents bâtiments dont le SSF est chargé. Donc vous reconnaissez l'Astrolabe, qui a la particularité d'être un bâtiment finalement aux normes civiles, une frégate de type un petit peu ancien, et puis un tir de missile Aster, me semble-t-il, sur une frégate un peu plus moderne. Alors d'abord un petit rappel historique. 2000 pour, je pense, la majorité d'entre vous, ça doit vous paraître vieux. C'est finalement pas si vieux que ça. En 2000, je prends deux bâtiments qui sont encore en service, qu'on va retirer cette année du service, le lieutenant de vaisseau Le Hénaf et le SNA Ruby. En 2000, le lieutenant de vaisseau Le Hénaf avait déjà navigué à peu près 20 ans et le Ruby 17 ans. Donc c'est pas si vieux que ça. Avant 2000, la création du SSF, et puis plus exactement 2003 avec le changement de statut de la direction des constructions navales de la DGA, finalement l'État faisait tout par lui-même, que ce soit la construction et le MCO des navires. Et donc les choses ont changé en 2000, mais même si elles ont changé en 2000, finalement beaucoup de navires qui sont encore en service ont été conçus et avant cette période-là, la majorité de ceux qui sont en service, si mes calculs sont exacts. Donc tout ça pour vous dire que le MCO, l'entretien des navires, s'inscrit sur le temps long. L'innovation, au contraire, ça va vite. Mais le MCO, on a besoin de durée. Alors un organigramme, je suis sûr que vous en êtes friands. Simplement pour indiquer que même si le SSF est hiérarchiquement subordonné au CEMM, on entretient depuis quelques années, on est responsable de l'ensemble du matériel naval, évidemment celui de la marine qui est le plus important, mais également des embarcations et navires, un chaland de l'armée de terre, plus que quelques engins spéciaux, et puis quelques vedettes de l'armée de l'air, dont je crois une barge aquacole. Voilà, c'est pas ce qui prend la majorité de mon temps. Au total, 400 navires, dont 72 bâtiments de combat, des sous-marins nucléaires, le porte-avions, mais aussi les vedettes de la gendarmerie maritime qui sont réparties un petit peu partout sur le littoral atlantique et méditerranéen et outre-mer. Donc fonctionnellement, on dépend des 3 états-majors d'armée et organiquement du CEMM. Alors, le SSF, quelles sont ses missions, quels sont ses rôles? On est le maître d'ouvrage du MCO naval. En 2000, donc, le rôle a été opéré une distinction entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, donc ceux qui réalisent réellement les opérations d'entretien, avec la privatisation, le changement de statut de la direction des constructions navales, qui est maintenant devenue Naval Group, et puis la maîtrise d'ouvrage, donc qui est restée étatique, que ce soit à la DGA pour les constructions d'œuvres et dans la marine, le SSF pour le matériel, les navires en service. Alors le SSF est également ce qu'on appelle gestionnaire de biens, c'est-à-dire pour être un peu plus, je pourrais dire, si j'osais, que je suis le propriétaire au sens patrimonial de tout le matériel naval, ce qui en fait administrativement est vrai. Je déclare tous les ans à Bercy qu'il y a je ne sais combien de milliards qui sont toujours présents, et donc j'en suis responsable. Donc, de la même façon que quand sur les bateaux il y a des PV de perte et des choses qui se perdent, des inventaires qui sont mal faits, ou on découvre parfois des choses auxquelles on ne s'attendait pas, qui traînaient dans des cales ou dans des ateliers. Donc ce matériel-là, c'est le SSF qui en est responsable, on dit gestionnaire de biens. À Toulon et à Brest, le SSF est exploitant des installations
des bases navales, donc les installations industrielles et portuaires, ce qu'on appelle les I2P, les quais, les bassins, les grues, donc qui sont entretenus en revanche par le SID, dont je vois ici un digne représentant. Et puis on est responsable au sens de la sécurité nucléaire, des installations nucléaires de base secrète à Brest, au bassin 8, à l'île Longue, et puis à Toulon, à Missiessy, qui sont dédiés aux bâtiments nucléaires. Alors, avec tout ce qu'on fait, on planifie la maintenance, on passe des contrats, on donne des ordres à des organismes étatiques pour réaliser cette maintenance, on gère et on approvisionne les rechanges, et on gère la configuration des bâtiments. Tout ça, ça donne une disponibilité technique, donc des jours où les bateaux sont disponibles, à la main des forces et de l'état-major de la marine, qui le traduit ensuite en contrat opérationnel, donc qui est évidemment l'objectif final recherché par le MCO naval. Alors, on est organisé par projet, donc un peu plus de 900 personnes, avec une origine DGA et marine, 80% de la marine, des civils et des militaires, avec une organisation par projet, donc environ 20 opérations, ce qu'on appelle opérations, chacune en charge d'une famille de bâtiments, le porte-avions, deux opérations pour les frégates, les chasseurs de mines, etc. Mais aussi la déconstruction des coques, à l'exception des coques de SNLE M4, qui restent gérées par la DGA. Toutes les coques de bâtiments sont déconstruites. Alors avant, elles étaient océanisées, on les coulait. Depuis l'affaire du Clémenceau, ça n'est plus autorisé, et donc on passe des marchés pour déconstruire proprement ces coques. Des marchés qui sont mis en concurrence et qui se font en France ou parfois à l'étranger. Et puis donc des antennes, donc 2 grosses directions locales à Brest et à Toulon, une petite direction centrale à Paris, et des antennes à Cherbourg et Outre-mer, donc 4 antennes Outre-mer, qui gèrent les bâtiments qui sont là-bas. Bon, alors j'ai parlé du SSF, on n'est évidemment pas les seuls à agir pour rendre les bateaux opérationnels, pour les maintenir en conditions opérationnelles. On est en quelque sorte le chef d'orchestre de l'ensemble des acteurs. Il y a d'abord des acteurs étatiques, des opérateurs étatiques. Alors je pense que vous, les élèves officiers, vous êtes destinés à naviguer. Les équipages des navires sont évidemment les premiers concernés par la maintenance, par le MCO, puisqu'ils réalisent la majorité des opérations de premier niveau, de niveau technique MTI 1, qui sont évidemment importantes pour le maintien en conditions opérationnelles des navires. À côté de ça, les moyens militaires de soutien, donc qui sont des moyens plus industriels, le service logistique de la marine et ses ateliers, et puis les ateliers militaires de soutien outre-mer, que vous trouvez dans les bases navales outre-mer, et qui interviennent également au profit du MCO naval. On s'appuie sur une expertise technique étatique, alors principalement la DGA avec ses centres techniques et le CEA pour tout ce qui est autorité de conception des bâtiments nucléaires. Et puis enfin, on contractualise, on passe des marchés à un certain nombre d'industriels dont j'en ai cité quelques-uns, j'en mentionne quelques-uns ici sur ma planche. Naval Group, les chantiers de l'Atlantique, CNNMCO, Piriou, qui s'appelle Groupe Piriou, si j'ai bien compris, et puis des industriels un peu plus transverses, Thales, Technic-Atome, etc. Ou des motoristes. Alors pour vous donner une idée de la difficulté ou des spécificités de l'entretien de la flotte est tout de même ancienne, même si elle est en phase de rénovation. Il y a un certain nombre de bateaux nouveaux qui arrivent en service, à peu près 21 ans, avec 33 types différents et 127 unités avec équipage. Donc beaucoup, en fait, une grande diversité. On aimerait bien finalement, si j'avais à choisir maintenant, je préférerais qu'on ait toutes les mêmes frégates avec toutes les mêmes moteurs partout, que ce soit la même propulsion sur tous les bateaux. Et qu'on puisse simplifier un petit peu les choses. Bon, les choses ne se font pas comme ça. On a beaucoup de configurations différentes, même au sein d'une même série, on a des configurations et des différences entre bateaux. Donc beaucoup d'hétérogénéité
dans la flotte. Et puis évidemment, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure en introduction, des générations très différentes. Hein, entre les deux frégates que vous voyez là, il y a 35 ans d'écart. Entre le lieutenant de vaisseau, le NAF que j'ai cité, et puis la combattante qui vient d'arriver et qui vient d'être admise au service actif il y a presque 40 ans. Donc des bâtiments de générations extrêmement différentes. Une spécificité du MCO naval, c'est aussi un besoin d'infrastructures lourdes. On ne peut pas entretenir des bateaux si on n'a pas de bassin, si on n'a pas de quai, si on n'a pas de grue. Et tout ça, il faut l'entretenir. Il faut que ce soit disponible au bon moment. Donc une nécessité de disposer de ces infrastructures au bon moment. Et puis évidemment une flotte nucléaire avec 10 bâtiments à propulsion nucléaire. Il y en aura de nouveau 11, on l'espère cette année, mais depuis le retrait du service actif du Saphir l'an dernier, il n'y en a plus que 10. Avec la répartition d'un budget qui est... Alors le budget c'est à peu près 1,2 milliard en flux par an, et on a 60% qui va au bâtiment nucléaire, pour vous donner une idée de la répartition. Le MCO naval donc doit à la fois conserver des bâtiments. Notre organisation doit préserver le patrimoine, doit garder des bâtiments qui vont naviguer sur une très longue durée, 30 ou 40 ans, mais également être réactif, puisque le bâtiment qui a une avarie à la mer, qui revient, il a besoin d'être remis en état au plus vite, de façon à donner la meilleure disponibilité opérationnelle possible à son équipage et à l'autorité organique. Donc deux exigences qui sont un petit peu contradictoires, une exigence de réactivité sur le temps court, une exigence sur le temps long de conservation de patrimoine avec des durées de vie importantes, et puis un cycle d'entretien pour les bâtiments qui est également long, en général entre 2 arrêts techniques majeurs, c'est on va dire 5 à 8 ans, voire 10 ans. Donc ce modèle a une inertie assez forte. Il faut remarquer, je discutais lors de l'audit qui a été réalisé récemment par Monsieur Malcor, qui a été mandaté par la ministre pour auditer le MCO naval. Il était en charge de la flotte de CGG Veritas, donc quand il est arrivé en fonction, il a commencé par remotoriser tous les bateaux pour avoir les mêmes moteurs partout, avoir une homogénéité. Et puis surtout, dès que les bateaux étaient dépassés quelques années de vie, il les changeait. Donc en fait, il avait des bateaux récents et puis une grande homogénéité de la flotte. Nous, c'est quand même un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des bateaux qui sont vieux et ils sont quasiment tous différents, ou en tout cas, il y en a beaucoup de différents. Donc des problématiques qui sont un petit peu différentes de nos amis de la marine marchande. Alors, la stratégie de contractualisation, bon, ça n'est pas nouveau. On passe des marchés qui sont pluriannuels, à la fois parce que nos procédures de marché public sont compliquées, donc elles sont longues. Donc s'il faut les renouveler tous les ans, on n'arrêterait pas d'être en procédure de passation de marché. Et puis ça permet aussi de donner aux industriels de la visibilité. Et donc on souhaite, et ils le font, j'espère, qu'ils s'organisent de façon à optimiser aussi la maintenance et à éviter de faire des coûts, c'est-à-dire à optimiser sur quelques années, puis ensuite à laisser les bateaux à d'autres. Je pense aux bateaux mis en concurrence. Donc on essaye de passer des marchés longs jusqu'à 7 ans. Alors après, le Code des marchés publics ne nous autorise pas n'importe quoi non plus, ou en tout cas pas forcément ce qu'on voudrait. On passe des marchés qui sont en général pièces et main d'œuvre, c'est-à-dire qu'on responsabilise les industriels sur autant que faire se peut sur les rechanges. On gère en propre avec le SLM nos propres stocks de rechange, donc on les réapprovisionne. On met à disposition des industriels les rechanges qui sont les rechanges les plus chers à réapprovisionner ou à réparer, mais on compte sur la souplesse et la réactivité qu'a l'industrie et que nous n'avons pas, ou que nous avons beaucoup moins, pour réapprovisionner rapidement des rechanges plus courants. Et donc en général, on fixe également des objectifs de disponibilité pour ces bâtiments,
C'est-à-dire qu'on demande aux industriels de réagir et de fournir une disponibilité technique par famille de bateaux. Alors, sauf les bâtiments nucléaires, les frégates de premier rang, on met en concurrence ces marchés, c'est-à-dire que depuis 2000 finalement, où on avait un seul opérateur historique, donc l'ex-direction des constructions navales, maintenant Naval Group, le paysage industriel s'est diversifié et on a maintenant plusieurs maîtres d'œuvre. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Au total, pour vous donner quelques idées de chiffres, à peu près 1500 marchés pour voilà, avec des marchés qui sont de montants divers. On passe également beaucoup de marchés des PME pour des recomplètements de rechange. Alors, quelques exemples sur cette planche des marchés, donc des marchés en gré à gré. Alors, il n'y a pas de marché, il n'y a pas qu'avec Naval Group qu'on passe de marché en gré à gré. Il y a aussi avec Thales, avec Technip Atom, sur des sujets assez spécifiques. Et puis le reste est mis en concurrence finalement, donc pour des bâtiments qui sont plus petits, hein, mais on a un petit peu de tout, et qui sont regroupés selon des logiques, alors soit géographiques dans le cas des bâtiments de Cherbourg, soit plutôt par famille de bateaux. Alors sur la courbe en bas à droite, que vous ne pouvez probablement pas très bien lire, sont représentés l'âge moyen des navires en abscisse et en ordonnée le jour d'indisponibilité pour avarie qu'on a constaté en 2019, avec pour chaque point une famille de navires. Alors normalement on devrait obtenir, c'est à peu près ce qu'on voit, une courbe en cuvette, donc avec des bâtiments neufs qui classiquement ont des problèmes de neuvage, des avaries, des mises au point, et puis des bâtiments anciens qui évidemment vieillissent et donc nécessitent plus de soins et donc conduisent à plus de correctifs. Alors c'est le cas pour les avisos hein, qui ont eu pas mal de problèmes de structure, donc c'est le point que vous voyez complètement en haut à droite. Et puis il y a quelques points, je vais dire anormaux, je n'ose pas dire aberrants. Les deux P400 qui restent ont une disponibilité extrêmement bonne cette année. Ils sont quasiment à 0 jour d'IA. Alors c'est sans doute, je dis pas qu'il y a du psychologique dans l'MCO, mais c'est sans doute parce l'état-major de la marine a décidé de finalement en retirer un du service à la première avarie majeure, ou en tout cas à partir de 2020. Et donc l'équipage comme l'antenne du SSF locale, les équipages se sont finalement alors après on a mené quelques actions pour réparer les rechanges, recompléter les stocks, mais je pense qu'il y a eu un vrai effet bénéfique. Et je pense que c'est important pour vous parce que on voit que l'effet de l'équipage, l'importance de l'équipage et de sa façon de conduire, de sa façon de surveiller ses installations et d'en prendre soin est à mon avis critique. Bon, à côté de ça, on a eu quelques points. Vous avez le plus de jours d'indisponibilité pour avarie en 2019, ce sont les FDA, parce qu'on a eu quelques petits soucis sur le Forbin. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre maintenant, et tout va bien. Voilà. Et puis sur la courbe gauche, sur les courbes gauches en bleu, rouge, vert, vous avez la disponibilité théorique des bâtiments de surface, donc en bleu, c'est-à-dire vous retirez 100%, c'est un bateau qui est disponible tout le temps, toute l'année. Pour avoir le chiffre, vous retirez le chiffre, la courbe bleue, vous retirez les arrêts techniques programmés dans cette année. Donc finalement, ça dépend du cycle de maintenance. Donc c'est la disponibilité théorique maximale à laquelle on peut atteindre, enfin qu'on peut atteindre si on respecte l'échéancier de maintenance et les arrêts techniques.
Vous avez en rouge les objectifs qui nous sont fixés par l'état-major, en vert, pardon, les objectifs qui nous sont fixés par l'état-major de la marine, donc qui prennent en compte le fait qu'on peut autoriser un certain nombre de jours d'indisponibilité pour avarie. Et puis vous avez en rouge le réalisé, donc le résultat obtenu. Donc vous voyez que 2019 a été une bonne année. Alors les enjeux du MCO naval, j'ai déjà évoqué. C'est évidemment tenir la disponibilité et permettre à la marine une activité tout en respectant la trajectoire budgétaire. La coexistence de bâtiments neufs et anciens, j'en ai déjà parlé. Et puis de nouveaux défis ou des contraintes externes qui s'imposent à nous. Alors les nouveaux défis, en particulier ce qu'on appelle le maintien en conditions de sécurité. Les nouveaux bâtiments sont évidemment beaucoup plus numériques, beaucoup plus connectés. Ils sont bardés de capteurs et d'électronique, de systèmes d'enregistrement et d'automates. Et donc, ils présentent par là même des vulnérabilités plus importantes à tout ce qui est cyber, que vous devez connaître par ailleurs très bien. Donc, d'où la nécessité de déployer sur les bâtiments une politique de MCS qui doit permettre aux équipages, in fine, d'être résilients, c'est-à-dire d'être capables à la mer de retrouver la disponibilité de leur bateau, déjà de détecter les attaques et de restaurer une configuration saine de façon à pouvoir continuer leur mission. Et puis quelque chose qu'on subit également du côté du MCO, c'est le décalage des programmes neufs. Alors c'est pas nouveau. Ce décalage peut être soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons budgétaires. Enfin, en tout cas, moi, depuis que je suis dans le système, j'observe que les programmes décalent. Donc, j'attends que ça change, mais pour l'instant, ça vient pas tellement. Donc, c'est quelque chose finalement d'assez naturel. Ce sont des problèmes compliqués, mais en conséquence, nous, vu du MCO, il faut qu'on prolonge des vieux bateaux. Des vieux bateaux qui en général devaient être retirés du service actif, donc il faut investir, il faut mener des opérations de fiabilisation et d'investissement technique sur des bateaux. Alors c'est le cas à partir de 2019 sur les chasseurs de mines, avec la Croix du Sud qui est actuellement en fin d'arrêt technique et qu'on remet à niveau de façon assez importante avec des remplacements. Donc des travaux menés par Naval Group et une modernisation importante sur la propulsion, l'usine électrique. C'est le cas également pour en tout cas certains SNA de type Ruby, déjà le Ruby, le Casabianca, qui vient de sortir également d'un arrêt technique assez long, pour attendre les sous-marins de type Barracuda. Et puis on observe beaucoup de problèmes de structure. Alors ça a été le cas cette année, même si on le sait parce que les avisos depuis au moins 20 ans sont fragiles. On sait qu'ils fissurent, ils ont été un petit peu sous-dimensionnés. C'est des bateaux qui ont été, à une époque en tout cas, beaucoup utilisés dans des mers formées en golfe de Gascogne ou autres. Et donc on observe beaucoup de fissures, de la corrosion, donc des pertes d'épaisseur de la structure, donc qui nécessitent des travaux de reprise et donc des durées importantes. Alors, la ministre des Armées a lancé cette année un plan de modernisation du MCO naval. Il y a eu, comme vous le savez sans doute, un audit du MCO aéronautique qui a été mené il y a 2 ans, qui a conduit à des réformes assez importantes et la création de la direction de la maintenance aéronautique. Il y a eu ensuite un audit de la maintenance du matériel terrestre, et puis enfin, fin 2018, un audit sur le MCO naval. Alors, cet audit a évidemment, comme tout bon auditeur, il a émis beaucoup de recommandations. Il y a 41 recommandations dans le rapport. Ces recommandations sont plutôt des recommandations de type organisationnel, mais pas seulement. Et derrière, dans la suite de ce rapport, la ministre des Armées a lancé un plan de modernisation du MCO naval avec un certain nombre d'axes.
bon, le premier axe, c'est d'améliorer la gouvernance et ce qu'on appelle le continuum entre opération d'armement et MCO. Vous savez que les bâtiments, les programmes de bateaux neufs sont menés par la DGA pour motiver ou pour contraindre nos amis industriels à réaliser et à concevoir des bateaux qui sont ensuite maintenables au meilleur coût ou maintenables facilement sur la durée. Depuis plusieurs années maintenant, on passe des marchés de MCO initial en parallèle des marchés de réalisation, de façon à ce que l'ensemble soit soutenable. Il se trouve que ensuite, c'est le SSF qui met en œuvre les marchés de MCO initial, et donc il y a nécessité de mieux se parler et de mieux définir pour nous, de mieux nous impliquer dans la définition de ces marchés et des exigences finalement qu'on souhaite mettre dans les spécifications techniques pour avoir ce à quoi on s'attend et un entretien le meilleur possible. Donc on a un axe de travail avec la DGA là-dessus. Le deuxième point qui pour le coup je rentre dans le thème de la présentation et des journées, c'est la prise en compte de l'innovation dans le MCO naval. Alors il y a évidemment, comme je l'ai dit, beaucoup de numérique, beaucoup de capteurs dans les nouveaux bâtiments. Vous le savez évidemment, ont été développées maintenant beaucoup de nouvelles technologies en termes de traitement de données, en termes d'analyse des données. Et donc la question qui se pose naturellement, c'est d'appliquer ces méthodes pour améliorer le MCO naval. Alors avant de les appliquer, il faut regarder le potentiel que cela représente et comment on peut je vais dire prudemment, mais de façon pragmatique, les appliquer sur nos systèmes. Donc la façon dont on procède, même si avec beaucoup d'initiatives qui sont soit du côté de la marine, soit du côté des industriels, c'est par expérimentation finalement, donc avec beaucoup d'expérimentation sur la campagne Jeanne, je crois d'il y a 2 ans, Naval Group avait embarqué une machine de fabrication additive, donc une imprimante 3D, donc sans programme particulier, donc sans cahier des charges, sans tâches à réaliser pour les élèves, mais on a vu que finalement au retour de la campagne, il y avait eu pas mal de pièces et de réalisations de fait. Alors bon, ils n'ont pas refait une ligne d'arbre ou une hélice évidemment, mais il y a eu pas mal de petites choses qui ont permis d'améliorer la vie et la navigation du bateau. Donc c'est un exemple d'expérimentation. Un autre exemple qui est en cours sur une FREM, donc toujours menée par Naval Group, qui en parlera peut-être plus tard, c'est une application de la maintenance prédictive, donc un développement d'outils de maintenance prédictive basés sur le recueil de données sur un certain nombre de mois, donc appliqué à un diesel alternateur, de façon à pouvoir voir si on peut adapter l'échéancier de remplacement de certaines pièces sur le moteur, en l'occurrence les injecteurs, et donc aider l'équipage à mieux anticiper ces remplacements d'injecteurs, voire à les espacer si on y arrive. Alors ça reste, les 2 exemples que j'ai cités sont assez modestes, on progresse pas à pas. Donc c'est un petit peu la suite. Les bâtiments qui sont en service ne sont pas on n'a pas de bâtiments d'expérimentation, malheureusement. Ça existait à une époque avec le Gymnote, mais ça n'existe plus. Et donc les bâtiments qui supportent, sur lesquels on peut faire de l'expérimentation, sont des bâtiments opérationnels. Donc évidemment, on doit rester dans un cadre assez strict, à la fois pour gérer la configuration, pour la sûreté de fonctionnement, et puis pour assurer la disponibilité du navire conformément aux objectifs qu'on a de l'état-major. Donc,
on applique, on fait des expérimentations, mais prudemment. Le domaine du MCO, comme d'autres domaines, génère beaucoup de données. Alors je n'ai pas de chiffres en tête, mais sur les bâtiments les plus récents, on peut, si on veut, enregistrer des gigas et des gigas de données sur tout un tas de paramètres du bateau. La question qui se pose pour nous, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait de ces données, qui va les stocker, qui va les gérer, quels outils on peut développer et comment, à qui est-ce qu'on les confie, et puis pour faire quoi finalement, hein. Est-ce que toute cette dépense d'énergie ou va finalement aboutir à quelque chose, hein. Alors c'est difficile d'avoir la réponse avant d'avoir testé. Il se pose des questions, enfin il y a un certain nombre de questions qui se posent sur la gouvernance de la donnée, avec des réponses qui peuvent être différentes suivant les cas, avec une politique globale de la marine actuellement qui est de dire finalement la donnée doit rester en interne marine. En tout cas, on doit en maîtriser le stockage et la diffusion. Souvent d'ailleurs parce que ces données sont assez techniques, sont assez mélangées avec des données opérationnelles, et donc que la marine n'a pas très envie enfin, en tout cas souhaite les maîtriser. Alors les maîtriser, ça ne veut pas dire qu'on peut pas les confier à des industriels pour qu'ils développent des outils ou pour qu'ils les utilisent, mais se pose la question de la gouvernance de la donnée. Et donc du cadre juridique qui est en cours. On travaille également sur une expérimentation sur un bâtiment complet, sur un BSAM. Donc les BSAM construits par Piriou, enfin via la JV Naval Group Piriou qui s'appelle Kership. Donc qui sont des bâtiments récents, hein, donc bien instrumentés. Et donc l'objectif est de faire un test en grandeur nature sur l'ensemble du bateau et voir comment on peut exploiter ces données qui sont là un petit peu nativement, qui existent, et qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement sur l'échéancier. Donc voilà, un certain nombre de problématiques et d'actions en cours sur la maintenance prédictive. Alors la maintenance prédictive, c'est quand même pas nouveau. Sur les SNE M4 dont je me suis occupé pendant quelques années, pas très loin d'ici, on faisait de la maintenance prédictive il y a déjà 25 ans, alors qui n'était pas exactement, qui avait pas comme objectif d'améliorer les échéanciers d'entretien, mais qui avait comme objectif de rester discret. Donc en fait, à chaque arrêt à l'île Longue, on mesurait, et on le fait toujours, on faisait des écoutes vibratoires de tous les auxiliaires, et selon le calage des mesures avec un gabarit, finalement on changeait l'auxiliaire ou pas. Donc ça permettait aussi d'avoir et du coup on était en fait par rapport à un échéancier préventif qui lui prévoyait des échéances horaires un peu classiques, on était en général, on remplaçait les auxiliaires avant, mais dans certains cas, justement on s'apercevait que les auxiliaires pouvaient durer plus longtemps. Donc c'est l'idée de la maintenance prédictive, c'est d'industrialiser ou de généraliser ce genre de pratique pour adapter nos échéanciers et pour faire la meilleure maintenance au plus juste. J'ai un petit peu parlé déjà de la fabrication additive. Donc à bord, il y a des expérimentations, il y en a eu également sur le porte-avions. Le service logistique de la marine dans ses ateliers on leur a acheté des machines de fabrication additive, et là aussi on voit que ça, déjà le bénéfice, d'une part le bénéfice que ça peut apporter, hein, parce que c'est un outil qui est souple pour refaire des pièces ou des composants de pièces qu'on aurait dû racheter complets. En fait, ça prend peu de temps. Le CLM sait faire des composants et donc sait remettre en état des machines.
D'un autre côté, il faut pas non plus, c'est pas non plus magique, c'est-à-dire que on pourrait imaginer qu'on sort le plan en PDF de la documentation numérisée du bateau, qu'on envoie ça à la machine de fabrication additive et que ça vous sort le rouet de pompe ou je ne sais quoi directement applicable et utilisable à bord. En pratique, c'est un moyen industriel comme un autre, et donc ça nécessite d'être maîtrisé, d'être qualifié avant d'être employé à bord. D'où la nécessité d'une démarche, là aussi, pas à pas, pour déployer ces techniques. Alors à côté de ça, les industriels travaillent de leur côté, sur leur propre moyen de production, et donc comme c'est le cas je crois qu'il y a eu un communiqué sur un des Rafales du porte-avions là qui a décollé, qui a été catapulté avec une pièce fabriquée par fabrication additive. Alors je ne sais pas exactement laquelle c'est. Donc les choses aussi peuvent avancer. Bon, ça m'étonnerait que ce soit une dérive ou quelque chose de majeur, mais c'est déjà le début. Donc 3 axes, la digitalisation, la maintenance prédictive et la fabrication additive sur lesquels on travaille essentiellement. Bon, alors maintenant, je voudrais, après cette présentation sur l'innovation et sur le MCO naval, je voudrais apporter quelques bémols. Alors, peut-être parce que je commence à être un peu ancien, mais finalement, quand je regarde les opérations qui nous ont gênés, et qui ont vraiment conduit à des indisponibilités ces dernières années, enfin ces deux ou 3 dernières années, je vois que la raison, c'est d'abord la maîtrise des interventions techniques et dans une moindre mesure aussi l'organisation du travail. On a déroulé sur ces dernières années des plans d'action ligne d'arbre, qui avaient comme objectif de redonner du potentiel et de remplacer un certain nombre de pièces sur les lignes d'arbre des navires. Et donc on a demandé à nos industriels de déployer et d'appliquer des opérations en arrêt technique. Et on s'aperçoit finalement que ce sont des opérations qui étaient pas très bien maîtrisées par tous, et donc qui ont conduit à des erreurs, à des non-qualités, et derrière à des retards. Donc ces choses-là, je ne vois pas très bien, en tout cas dans un avenir proche, comment ça peut être, disons, paré, ou en tout cas amélioré par l'innovation. En revanche, ça peut un bon retour d'expérience, une bonne capitalisation des données, peut-être la numérisation des arrêts techniques sur lesquels certains industriels travaillent, peut permettre de mieux prendre en compte le retour d'expérience. À titre d'exemple, sur le Guéprat, la ligne d'arbre, enfin des défauts de remontage et de démontage et de remontage des lignes d'arbre nous ont conduit à décaler assez fortement la fin de travaux. Sur les suivants, ça s'est mieux passé. Donc l'industriel a tiré tout le retour d'expérience, a mis en place ce qu'il fallait et les choses se sont bien passées. De la même façon sur le Forbin, avec après un arrêt technique majeur très long, et on a eu 1 mois d'indisponibilité sur avarie, toujours avec sur un composant de ligne d'arbre, mais sur le Chevalier Paul, donc qui est sorti cette année d'arrêt technique, les choses ont été bien prises en compte, et non seulement l'arrêt technique a été beaucoup plus court, mais en plus il est sorti en avance. Donc on voit que quand globalement le système, que ce soit l'équipage, l'industriel et les équipes du SSF prennent bien en compte le retour d'expérience, on peut améliorer les choses. Et puis, je voulais également attirer votre attention sur les risques des nouvelles techniques, en tout cas de l'automatisation et de la numérisation. En citant, là, vous le connaissez sans doute, l'affaire de l'entrée d'eau, donc du noyage d'un compartiment sur l'Aquitaine, donc avec finalement quelqu'un
L'équipage qui est leurré par la configuration de nos automates, il pense que les sectionnements sont fermés, donc il va ouvrir un chapeau de filtre qui est tout de même assez important, mais en réalité l'automate, dans la configuration qui n'était pas exactement la bonne, a tout seul réouvert les sectionnements et donc l'eau rentre. Et donc derrière ça conduit à des dégâts et puis évidemment à des reprises derrière. Donc évidemment, c'est pas le seul cas. On m'a dit ce matin que je crois la Brittany Ferries sur le Pont-Aven avait eu à peu près le même genre de choses, hein, donc une intervention sur un circuit haut de mer et puis fermeture à distance par l'automate, mais finalement l'automate a bien fermé, mais ensuite a réouvert dans la foulée et le filtre a bien été ouvert. Donc à peu près le même type de choses que sur l'Aquitaine. Il faut noter aussi que, alors en tout cas selon les journaux, l'US Navy demande à revenir à des choses un peu basiques en termes d'interface homme-machine. Hein. Donc ils ont eu là aussi un certain nombre de choses, de défauts et d'anomalies. Donc tout ça pour dire que voilà, la numérisation, elle est là, elle existe. Il y a des nouveaux outils, il faut s'en servir, il faut les mettre à profit. Ce n'est pas ça qui résoudra nos problèmes de corrosion sur les paliers de lignes d'arbres ou nos problèmes de moteurs qui serrent, quoique sur les moteurs on peut se poser la question. Et il faut aussi faire attention aux nouveaux dangers ou aux nouveaux risques qu'apportent ces technologies. Voilà, c'est ma dernière planche. Donc, un petit peu en guise de conclusion, les gains potentiels, il y en aura, c'est sûr. Il faut commencer par les identifier, c'est ce qu'on cherche à faire, en s'appuyant sur le réseau, donc en s'appuyant sur tous, sur l'industrie qui est très active, sur le réseau innovation un petit peu au sens large. Donc on travaille avec un peu tous, avec la DGA, avec le CEPN, avec le SLM, tous les organismes de la marine, avec d'autres. Il faut expérimenter, sans mettre à risque les navires. Et puis derrière, il faudra adapter notre modèle. C'est-à-dire, il y aura un moment où il faudra passer le pas et dire, finalement, on prend le risque d'utiliser des nouvelles méthodes et de changer de modèle, de changer de format. Si toutefois, le risque est évidemment, ce risque est jugé admissible. Et ça, pour ça, il faut garder les atouts du MCO Naval. Je vous ai évoqué tout à l'heure l'audit qui avait été réalisé par Monsieur Malcor. Une des premières conclusions de son audit, c'était que le MCO Naval se portait plutôt bien. Vous avez vu tout à l'heure sur la courbe la disponibilité des navires en 2019, des bâtiments de surface est supérieure à 80%. Donc c'est le meilleur chiffre depuis quelques années. Par rapport à nos amis aéros ou même de l'armée de terre, ces chiffres sont très bons. Donc le MCO Naval marche plutôt bien. Il marche bien parce que l'équilibre entre État et industrie, je pense, est bon. On a une vraie réactivité. On a des contrats qui sont plutôt structurés sur le temps long. Et dans l'ensemble, même si j'ai dit un petit peu le contraire tout à l'heure, l'organisation et la qualité des interventions restent bonnes, même si on peut toujours l'améliorer. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Donc maintenant, je suis évidemment à votre écoute pour les questions de tout type. Donc n'hésitez pas à m'interroger. Monsieur ingénieur général, capitaine de corvette Marlier, donc directeur de cours de la promotion EN 2019. Vous avez souligné que le MCO naval marchait plutôt bien, que c'était bien équilibré entre l'État et l'industrie. Néanmoins, on recherche toujours plus de disponibilité. Dans le domaine du MCO aéro, la politique mise en place, c'était une politique de verticalisation des marchés de soutien qui consiste à donner plus d'importance au secteur privé, donc avec des coûts associés et aussi des gains de dispo. Est-ce que ce type de politique a été envisagé pour le MCO naval, sachant que en mer, en haute mer, plus qu'ailleurs encore, les marins ont besoin de rester autonomes et maîtres sur le maintien en condition de leur matériel. Je vous remercie.
Oui, alors je ne vais pas dire que la réforme du MCO aéro s'est faite sur le modèle du MCO naval, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que dès le début, dès les années 2000, le choix s'est fait sur des contrats globaux par famille de bateaux. Et donc, même si on a, comme je l'ai dit, des contrats transverses, même si on rachète des rechanges, même si on a des contrats avec des motoristes, avec MAN, avec Vartila, etc., dans l'ensemble, le principe, c'est que pour une famille de bateaux, je prends l'exemple d'Efrem, par exemple, on a un marché avec, en l'occurrence, Naval Group, et donc on attend de Naval Group de réaliser les interventions, de gérer les rechanges, en tout cas les rechanges courants, sur une durée significative, en tout cas plusieurs années. Donc la verticalisation, finalement, elle s'est faite un petit peu nativement. Et comme finalement, alors que l'aéro finalement passe d'une démarche où ils avaient beaucoup segmenté, donc ils achetaient des pièces à droite à gauche, ils avaient beaucoup de marchés transverses, et donc avec énormément d'interfaces, à une démarche où ils vont reconfier à des maîtres d'œuvre d'ensemble, donc c'est ce qu'ils sont en train de faire, des flottes complètes. Alors, je pense que la disponibilité va être là, effectivement, mais je pense aussi que ça va leur coûter beaucoup plus cher. Et donc, est-ce que c'est soutenable? Je ne sais pas. On pourrait poser la question à Monique Laurent-Laroche si elle vient vous parler. René Levauche, ancien responsable de la maintenance dans l'aéronautique navale pendant plusieurs années. Je viens vers vous avec la question suivante qui concerne essentiellement le personnel de maintenance. J'ai eu récemment à traiter du cas du Tigre et j'ai regardé de très près ce qu'ils appellent l'entraîneur à la maintenance. Donc il se trouve à Fassberg en particulier, Tigre allemand et Tigre français. Et quand j'ai vu la démarche qui va durer 2 ans sur l'entraîneur à la maintenance, qui va se mettre en phase avec la configuration de l'hélicoptère, je me suis dit, c'est presque un jumeau de maintenance. On trouve depuis les salles de classe, ensuite, par bloc, par module, une simulation de la maintenance, et puis enfin, au bout de tout ça, effectivement, un vrai Tigre, une cellule avec un cockpit, etc. Quel est votre point de vue sur cette partie qui, normalement, doit séduire les jeunes de plus en plus? Ils sont dans le virtuel. Et là, on joue des scénarios, juste pour le Tigre, toujours. Ils vont travailler sur 400 pannes côté allemand et 200 pannes côté France. Et au bout de 2 ans, j'espère qu'ils auront un simulateur, un vrai jumeau numérique pour la maintenance de cet hélicoptère. Alors les formations à la maintenance sur des équipements identiques existent déjà évidemment depuis longtemps. Là, ce que vous évoquez, c'est tout ce qui touche à la réalité virtuelle en fait, donc des systèmes qui permettent finalement à partir de plans, à partir de configurations numériques des bateaux, d'entraîner les uns et les autres. En particulier les opérateurs, je ne sais pas si ce sont des opérateurs industriels ou des opérateurs militaires, mais peu importe. Alors ça effectivement ce sont des choses qui sont en cours de développement. Pour l'instant, le SSF n'étant pas, je vais dire, en charge de la formation, en particulier des équipages, on n'est pas directement impliqué. En revanche, je sais qu'au PEM, ils ont travaillé sur des simulateurs de ce type-là. C'est sans doute intéressant. Moi, j'avais vu ça à l'île Longue avant la mise en place d'outillages spécifiques là, de maintenance sur les têtes nucléaires, donc des choses qui doivent être très précises et qui doivent être bien calibrées. Donc il y avait eu des répétitions et des modélisations de façon à être certain que tout passait dans toutes les configurations. Évidemment, je ne pense pas que ça soit applicable à l'ensemble d'un bâtiment. En revanche, pour des opérations de type répétitif et pour une formation initiale, c'est sans doute intéressant. Mais pour l'instant, pour moi, ça
c'est pas, enfin, sauf au PEM, je crois, mais là, je suis pas absolument certain de ce que je dis, mais je crois que ça existe. C'est pas encore directement en service. Après, pour que ce soit en service, il faut que les modèles existent. Donc, il faut que les bateaux aient été numérisés, et donc il y a un investissement forcément important. Après, le risque aussi, c'est de perdre le contact avec, comment dirais-je. Après, ça dépend comment est fait le simulateur, mais c'est de perdre le contact avec la réalité. Quand vous allez près d'un moteur, finalement, ça sent un peu l'huile, où il y a du bruit. Voilà. Là, vous êtes plus dans un univers virtuel. Il ne faut pas non plus être leurré par ce genre d'univers, mais c'est forcément intéressant. Bonsoir, Philippe Novelli, ECA, mais aussi ancien responsable entretien des sous-marins à Toulon. Est-ce qu'on a des études de benchmark avec ce qui se fait dans les marines comparables à la France, en matière d'entretien, de disponibilité des bâtiments et d'organisation du MCO? Oui. Alors on a d'abord le SSF est en lien avec un certain nombre de ses homologues. Alors plus spécifiquement les Italiens et les Anglais. Et on a des officiers d'échange, donc on a des officiers italiens, enfin un officier italien qui travaille dans nos équipes et on a un officier français qui travaille dans les équipes italiennes et pareil avec les Anglais. Donc on est en lien avec eux. Je suis pas sûr que l'exemple anglais soit excellent parce que finalement leur disponibilité technique n'est pas très bonne. Ils sont allés très très loin dans les marchés, dans la verticalisation. Donc je discutais il y a un an avec un amiral anglais dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais qui regrettait finalement d'être allé trop loin. Ils ont confié sur 10 ou 15 ans à leurs grands à des grands industriels, dont je ne citerai pas le nom, mais il y en a deux en tout cas, la maintenance et la responsabilité complète, non seulement de leur flotte, mais aussi de leur base navale, des infrastructures, de la tombe des pelouses, du vidage des corbeilles à papier, enfin l'ensemble. Bon. Et donc il me dit, c'est bien, mais d'abord, il trouve qu'il paye, que ça lui coûte horriblement cher. Finalement, ils ont des bateaux à quai. Ils ont perdu la maîtrise technique finalement en interne au sein de la marine anglaise, ou en tout cas, c'est l'impression qu'il avait. Et donc, ils cherchaient à revenir à quelque chose d'un peu plus équilibré. Donc, en France, enfin, le SSF est allé avec Naval Group, enfin des CNS à l'époque, assez loin dans les marchés, dans les contrats de disponibilité pour les SNA. Je sais pas si c'était à ton époque, mais un peu après probablement. On en est un petit peu revenu pour trouver un meilleur équilibre entre une disponibilité complète et puis une disponibilité mais adossée à un échéancier de maintenance et des périodes d'arrêt technique qui permettent quand même de conserver finalement conserver le patrimoine et de réaliser des tâches de fond sans quoi le risque, parce que les industriels forcément optimisent leur équation économique, et donc si on leur confie un contrat en disponibilité sur une durée courte, ils ont tendance à repousser les grosses maintenances et à gérer le correctif en mode urgent. Alors j'exagère un peu évidemment, mais ça peut être une tendance. Donc les Anglais reviennent un petit peu de ça. Alors les Italiens, c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire que les Italiens ils font beaucoup en interne. Ils ont encore la direction des constructions navales à l'ancienne avec beaucoup d'ateliers et beaucoup de travaux en interne. À tel point, par exemple, que pour nos tourelles de 76 mm, on a un marché avec Leonardo, mais Leonardo finalement fait faire le boulot par les ateliers de la marine italienne. Parce que eux n'ont pas la capacité en propre, c'est la marine italienne qui fait. Donc on a des modèles très différents, et aussi je reviens sur la marine italienne. On utilise beaucoup plus, la marine utilise beaucoup plus ces bateaux que les leurs. Et donc on atteint les échéances horaires bien avant. Donc on n'a pas la même. Donc évidemment on n'a pas la même maintenance non plus. Il faut une maintenance plus tonique finalement, plus serrée et plus efficace sur des bateaux qui sont vraiment utilisés en opération que sur des bateaux qui le sont moins, disons.
ou en tout cas différemment. Et voilà. Et alors, on a fait également des benchmarks avec la marine marchande, notamment sur les affaires de l'innovation. Il y a un peu de tout dans la marine marchande. Vous avez des armateurs qui disent moi le numérique, le big data, les données, surtout pas. Enfin, j'ai des échéanciers d'entretien, je les applique et puis j'en sors pas. Et puis de toute façon, c'est moi qui garde les pièces, c'est moi qui fais intervenir. Enfin donc il faut intervenir directement les motoristes. Et puis quand ils s'adressent à un chantier, c'est très ponctuellement pour 15 jours et c'est vraiment un passage très court. Et puis à l'inverse, vous avez d'autres armateurs qui vont plus en tout cas qui disent être passés, ou en tout cas souhaiter, enfin être en phase de passage dans la maintenance prédictive. Donc il y a un petit peu de tout. Et je pense aussi que ça dépend des flottes. Et finalement, pour pouvoir avoir beaucoup de retours d'expérience en termes de maintenance prédictive, je pense qu'il vous faut beaucoup de données, donc il vous faut beaucoup d'avaries. Pour avoir beaucoup d'avaries, il faut beaucoup de bateaux pareils, et il faut beaucoup d'installations pareilles, et il faut que ça navigue beaucoup. Avec ce que j'ai dit tout à l'heure, nous on a des bateaux qui sont très différents. Ils sont pas toujours à 20 nœuds en route stabilisée, toujours pareil au même régime moteur. Donc c'est beaucoup plus compliqué dans le cas de la marine.